I On va laisser la parole à la personne qui a été mon co-interne, ensuite mon interne, mon co-chef et un jour ce sera mon chef de service, c'est le docteur Bastelica. Bon, merci beaucoup et merci Alexandre pour l'invitation et merci à la NGO pour l'organisation de ce beau congrès. Et je pense qu'on doit quand même le lieu au docteur Rosenbaum de l'Académie nationale de chirurgie. Donc voilà, c'est un très bel endroit et je vous remercie tous pour cette invitation. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de l'Assemblée. J'ai fait en sorte voilà, de vous proposer quelque chose d'assez général parce que quand on parle de traitement médical du glaucome, bah, on est assez vite perdu, vous allez le voir. Et en plus, avec les nouveaux traitements, je risque de vous perdre encore plus. Donc, on va essayer de simplifier tout ça et de poser les bonnes questions. Donc, le traitement du glaucome, je suis d'accord avec Agathe, hein. L'objectif, c'est de baisser la pression pour ralentir la progression de la neuropathie optique glaucomateuse. Et finalement, le premier moyen qu'on devrait avoir à notre disposition, bah, c'est la neuroprotection. C'est protéger directement le nerf optique. Et ça, malheureusement, on ne sait pas encore le faire. Alors, on travaille pour essayer d'y arriver, mais on n'y arrive pas. Et donc, on baisse la pression. Et baisser la pression, c'est pas facile. Et pourtant, on a tout un tas de moyens. Les collyres, le laser SLT, les mix dont a parlé Agathe, les chirurgies filtrantes, les tubes de dérivation. On a beaucoup de moyens et finalement, il n'y en a pas un qui est parfait. Et aujourd'hui, on va parler donc des collyres. Donc les collyres, le cauchemar de l'interne. Je me souviens de mon premier semestre. J'étais dans le service de glaucome et ils nous mettaient des traitements qui avaient tous les noms. Et il fallait qu'on aille sur Google pour trouver ce qu'il y avait dans le traitement. Et voilà, c'était pas toujours simple de s'y retrouver. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de nouveautés avec tous ces avec tous ces traitements? Eh ben, je vais spoiler tout de suite, oui, on en a besoin, parce que, le collier idéal, comme disait, le professeur, Labbé, c'est celui que met le patient et finalement, il faut autant de solutions que de patients pour favoriser l'observance, thérapeutique qui est vraiment le pilier de la prise en charge de nos patients glaucomateux. Donc pour les prendre en charge et pour qu'ils respectent l'ordonnance, il faut qu'ils l'aient comprise. Donc ça, c'est un peu, basique à dire, mais finalement, il faut vraiment qu'ils comprennent et notamment l'objectif du traitement. S'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont arrêter une goutte, ils risquent un pic de tension et qu'ils savent que les pics de tension, c'est un gros facteur de risque de progression du glaucome, ils les mettront peut-être un peu plus, leurs gouttes. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est l'efficacité. Le patient, il est super content quand la pression a baissé. Et pour ça, il faut utiliser les bons médicaments. Aujourd'hui, on sait que les analogues des prostaglandines, les bêta-bloquants sont plus efficaces que, par exemple, les inhibiteurs de l'anidrase ou les alpha-adrénergiques. Évidemment, les combinaisons sont plus efficaces que les monothérapies. La tolérance, et ça, c'est peut-être le point le plus important. Un traitement qui pique, le patient, il ne va pas le mettre. Donc ça, c'est très important. Il y a effectivement des effets de classe, des effets indésirables systémiques, par exemple, avec les bêta-bloquants. Et j'insiste particulièrement sur l'effet des conservateurs. Agathe, elle en a parlé. Et c'est le professeur Christophe Baudouin, mon patron, qui a dédié quasiment sa carrière à démontrer à tout le monde que l'effet des conservateurs, c'était vraiment pas un bon effet, puisque ça va détériorer la surface oculaire des patients, réduire la tolérance à court et moyen terme. Et puis finalement, comme a dit Agathe, ça va détériorer le pronostic des chirurgies filtrantes qui sont, on va dire, le traitement. Voilà, il faut que ce traitement marche. Et le dernier point auquel j'ai été sensibilisé récemment, c'est avec une étude qu'on a publiée avec la Société française du glaucome sur les préférences des patients. Et en fait, on se rend compte que ces préférences, elles sont très variables. Elles ne sont pas dépendantes de l'âge, comme on pourrait penser. Il y a des gens qui disent que les personnes âgées préfèrent les flacons, d'autres les unidoses. Ben, nous, on se rend compte que les préférences des patients, elles sont vraiment variables et c'est très important de discuter avec les gens. Il y a une chose qui n'est pas discutable, c'est que le nombre d'instillations est très important. Plus on a des installations fréquentes et plus le risque de non-observance est important. Donc un traitement idéal, c'est évidemment celui que met le patient, mais pour qu'il le mette, il faut qu'il soit efficace, non conservé, disponible en flacon ou en unidose, en combinaison et avec donc le plus faible nombre d'instillations possible. Donc pour vous montrer euh, qu'on a encore besoin d'innover, j'ai pris les classes thérapeutiques existantes pour vous montrer qu'il y a toujours des petites lacunes un petit peu partout. Donc, je passe un petit peu les exemples. J'ai mis des noms un petit peu pour que vous ayez un ordre d'idée. Les analogues des prostaglandines, c'est vraiment le traitement le plus efficace et le mieux toléré localement, qui existe donc en unidose ou en flacon. Et le gros avantage de ce traitement-là, c'est qu'il est instillé qu'une fois par jour le soir.
Et il existe donc en combinaison avec les bêta-bloquants, mais il n'y a pas de combinaison avec d'autres traitements des 4 classes thérapeutiques assez historiques en dehors des ROCK inhibiteurs dont je parlerai un petit peu plus tard puisque c'est un nouveau traitement. Les bêta-bloquants, bien efficaces aussi, bien tolérés, avec quand même un petit X et les effets indésirables systémiques, avec des risques de bradycardie et de crise d'âme chez les gens qui ont de l'asthme. Donc c'est très important de vérifier l'absence de contre-indication. Ça existe en unidose et en flacon. Forme sans conservateur, oui. Et aujourd'hui, il existe des formes à libération prolongée qu'on peut instiller qu'une fois par jour et qui permettent donc de limiter ce nombre d'instillations. Et le gros avantage des bêta-bloquants, c'est que toutes les combinaisons actuellement existent avec les autres classes thérapeutiques. Un mauvais élève, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique qui existent qu'en flacon, non conservé, 2 fois par jour. Donc moi, celui-là, je l'aime pas trop à titre personnel. Il a l'avantage d'être en combinaison avec les bêta-bloquants et les alpha-adrénergiques, en sachant que les formes avec bêta-bloquants, ben, il en existe des non conservés qui sont très efficaces et que j'utilise beaucoup. Et les alpha-adrénergiques, mauvais élèves aussi, pas très bien tolérés, une efficacité modérée. Ça existe en unidose, notamment le brimazène, donc qui est un traitement qu'on utilise, donc qui est sans conservateur et qui malheureusement n'est pas remboursé par la Sécu. Donc les alpha-adrénergiques, pour cette raison, moi je les utilise le moins possible. Et donc ils existent en combinaison avec les IAC et les bêta-bloquants. Mais vous comprenez bien, à la lecture de tout ça, qu'il y a beaucoup de lacunes encore dans le traitement médical du glaucome, et notamment dans les classes qui existaient déjà. Donc il y a encore besoin d'innover. Donc les nouveaux traitements, c'était mon sujet d'aujourd'hui. Eh ben, je suis obligé de vous parler des ROCK inhibiteurs. Les ROCK inhibiteurs, c'est en fait un des principes actifs qui existe depuis longtemps, qui est utilisé dans d'autres pathologies. Il en existe un grand nombre, et finalement, il n'y en a qu'un seul qui est commercialisé actuellement, c'est le Nétarsudil. Le Nétarsudil, en France, il est commercialisé uniquement sous le nom de Roclanda, qui est en fait une association ROCK inhibiteur avec le latanoprost, qui est donc un analogue des prostaglandines. Alors, comment ça marche, ce ROCK inhibiteur? Le mécanisme principal d'action, il est complémentaire à celui des analogues des prostaglandines. Il va permettre d'augmenter l'évacuation de l'humeur aqueuse par voie trabéculaire, en relaxant la contraction cellulaire et l'adhésion cellulaire, et en diminuant la fibrose extracellulaire, on va se retrouver avec des mailles trabéculaires un peu plus larges qui va laisser passer l'humeur aqueuse. Et ça, c'était un travail de Juliette Buffo à l'Institut de la Vision qu'elle avait réalisé et qui avait montré donc ces mécanismes d'action. Mécanisme secondaire, les ROCK inhibiteurs vont dilater les vaisseaux conjonctivaux et épiscléraux et augmenter le retour veineux épiscléral. Alors c'est super pour l'efficacité, mais on va rediscuter de ce mécanisme d'action pour la tolérance du traitement. À titre personnel, moi je les aime bien les ROCK inhibiteurs parce que j'ai fait mon master 2 de recherche à l'Institut de la Vision sur les ROCK inhibiteurs, mais là sur le versant neuropathie optique, et on s'est intéressé sur le potentiel neuroprotecteur de ce traitement. Donc il abaisse la pression, mais ça serait pas sympa que ce traitement-là, il agisse directement sur le nerf optique. Et ben, on a montré sur un modèle de glaucome chez le rat, bah, que ce traitement-là, il préservait la vitalité des cellules ganglionnaires rétiniennes. Vous voyez ici, donc, au moment où on développe le glaucome sans traitement, ici, avec seulement du sérum physiologique, et ici, avec le ROCK inhibiteur, et on voit en fait en rouge le nombre de cellules ganglionnaires rétiniennes bah, qui ne diminue pas beaucoup dans le groupe ROCK inhibiteur. Alors on n'y est pas, hein. C'est vraiment des premiers travaux. Il va falloir confirmer ça sur des modèles in vivo, puis chez l'humain. Mais voilà, on a une piste, et ce ROCK inhibiteur, moi, pour cette raison, je l'aime bien. Alors, quelle place dans l'arsenal thérapeutique pour le Roclanda? Donc, une combinaison fixe, une fois par jour le soir, on est content. Mais il est en flacon, donc pas toujours adapté à tout le monde. Et en plus de ça, il contient du chlorure de benzalkonium, qui, moi, est un peu mon pire ennemi dans le traitement du glaucome. En termes d'efficacité, ça marche bien. Baisse comprise entre 30 et 40% en fonction des patients. Il n'y a pas vraiment de complications en dehors d'allergie au collyre. Et vous aurez compris que je l'ai aimé, ce collyre, mais je suis obligé un petit peu d'insister sur le profil de tolérance du traitement qui n'est pas très bon.
Les statistiques sont un peu variables sur le sujet, mais on considère qu'un tiers à la moitié des patients vont développer une hyperémie conjonctivale assez importante qui est liée au mécanisme d'action du traitement, puisque je vous disais tout à l'heure, il augmente le retour veineux épiscléral, il dilate les vaisseaux, et donc un certain nombre des patients vont donc développer une rougeur conjonctivale qui n'est pas très grave à court terme, mais finalement à long terme, et notamment en vue d'une chirurgie filtrante, on sait que ça peut vraiment poser beaucoup de soucis. Le traitement peut provoquer une cornéa verticillata qui ne pose pas de problème et qui est parfaitement réversible à l'arrêt du traitement. Des problèmes de sécheresse oculaire qui sont essentiellement liés à la présence de conservateurs dans le traitement. Et dernièrement, il y a eu des cas de dystrophie bulleuse sous-épithéliale qui, pour le coup, sont vraiment embêtantes et gênent la vision des patients. Et ça nécessite réellement l'arrêt du traitement, mais c'est une complication qui reste relativement rare. Alors, quelle place pour ce traitement? En première intention, j'espère qu'on est tous d'accord, en tout cas, moi, c'est mon humble avis, que non. On a des bêta-bloquants, on a des analogues de prostaglandines qui sont donc des monothérapies, qui sont efficaces et non conservées, pas en première intention. En deuxième intention, est-ce que je le mets? Là, c'est plus tentant. On a une bithérapie, je veux passer d'une mono à une bithérapie, c'est tentant. Mais encore une fois, moi, en l'absence de contre-indication au bêta-bloquant, je vais utiliser le traitement que je pense être le plus efficace et surtout bien toléré et en l'absence de conservateur. Par contre, si j'ai une contre-indication au bêta-bloquant, et là, pour le coup, c'est vraiment une indication du Roclanda dans ma pratique, j'utilise volontiers le Roclanda parce que je vais avoir une bithérapie en une seule goutte et finalement, avec mes deux autres mauvais élèves, l'IAC et l'alpha adrénergique, ben, le Roclanda, moi, je suis assez content. C'est qu'une fois par jour. OK, il y a des conservateurs, mais est-ce que c'est pas moins pire que d'utiliser un alpha adrénergique ou un IAC? Et le cas particulier, et là, pour le coup, c'est un biais de recrutement, c'est ma première indication du Roclanda. C'est des patients qui n'ont plus de pronostic chirurgical, on ne peut plus les opérer. Et en l'absence de potentiel chirurgical derrière, j'ai moins de scrupules à abîmer la surface oculaire, on va dire. Et donc, moi, dans ces cas-là, j'utilise volontiers le Roclanda en quadrithérapie avec une association fixe Roclanda plus une association IAC et bêta-bloquant, par exemple. Une autre classe thérapeutique dont on parle moins puisqu'elle n'est pas commercialisée en France, c'est le latanoprostène bunode, qui est donc un principe actif qui est délivré au niveau de la surface oculaire et qui va donc être clivé en deux molécules, le latanoprost qu'on connaît, donc une analogue des prostaglandines, et un donneur de NO qui lui va fonctionner un petit peu comme le Roclanda, il va dilater les vaisseaux conjonctivaux et élargir les mailles trabéculaires, donc un mécanisme d'action encore complémentaire à celui des analogues des prostaglandines qui augmente donc l'élimination de l'humeur aqueuse par voie uvéosclérale. Donc l'efficacité, elle est bonne, légèrement moins bonne comme si on compare un petit peu les études par rapport à un Roclanda par exemple. Et les effets secondaires sont identiques à ceux des analogues des prostaglandines, avec en plus l'hyperémie conjonctivale qui est un petit peu plus importante du fait du mécanisme d'action. Alors, des nouvelles voies d'administration, et ça, c'est peut-être le futur du traitement médical hypotonisant du glaucome, avec en premier lieu l'iDose. Donc, l'iDose, c'est un traitement, c'est un dispositif médical donc, commercialisé par Glaukos, qui commercialise les iStents. Et donc, cet implant, il va délivrer pendant 2 à 3 ans donc un principe actif, et là, en l'occurrence, un analogue des prostaglandines, le travoprost. Le principe de l'implantation est quasiment identique à celui des iStents. Donc, ça nécessite une ouverture cornéenne et donc ça expose à un certain nombre de complications dont on va discuter tout à l'heure. Mais le traitement est relativement efficace puisque à 12 mois, la non-infériorité par rapport au timolol a été confirmée, pas encore commercialisée en France. Le Durista, le concurrent, mais qui date un petit peu plus, des années 2020, il avait été approuvé par la FDA. Il est disponible aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Et c'est pas dit qu'il le soit, puisque c'est un traitement qui n'est pas efficace pendant très longtemps. Et comme je vais vous montrer juste maintenant, donc c'est un relargage de traitement pendant 3 à 4 mois. Et actuellement, considérant le risque de décompensation endothéliale lié à ces implants et le risque d'infection qu'il faut pouvoir prendre juste pour baisser, entre guillemets, juste baisser la pression intraoculaire, bah aujourd'hui, dans les recommandations internationales, ces traitements, ils sont indiqués une seule fois. On peut les injecter qu'une seule fois. Alors autant l'iDose qui relargue du produit pendant 3 ans, pourquoi pas. Le Durysta, j'y crois moins, puisque on relargue du traitement que pendant 3 mois. Le principe du Durysta, il est à peu près identique que celui de l'Ozurdex, sauf que là, l'injection, on l'a fait directement en cornée claire.
Voilà, donc ces traitements, c'est peut-être le traitement du futur, notamment avec l'iDose. Donc pour conclure, nécessité d'adapter le traitement, je pense que, enfin, j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait un certain nombre de choses à vérifier et que ces traitements, ils sont nombreux, mais on en a besoin. Des nouvelles classes thérapeutiques, et notamment les inhibiteurs de rokinase qu'on a aujourd'hui, qui sont efficaces, moyennement tolérés, et qui, selon moi, doivent être réservés aux intolérances aux bêta-bloquants en bithérapie ou aux quadrithérapies chez les patients nécessitant des traitements plus lourds. Les implants intraoculaires efficaces, mais risque important, avec le risque de décompensation endothéliale et d'infection. Et j'espère vous avoir convaincu qu'il faut encore innover, que ces traitements, ils sont pas encore suffisants. Et j'espère, à plus long terme, que les traitements neuroprotecteurs seront disponibles et pourront sauver nos patients glaucomateux qui, dans un certain nombre de cas, malheureusement, on n'y arrive pas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop long. Merci beaucoup, Paul, pour ta présentation qui était hyper claire. Je pense que c'est hyper important de véhiculer aussi le message ce que tu as fait par rapport à la surface oculaire. Vraiment faire attention, pas de bac, pas de conservateur. Faire attention à l'inflammation de surface, puisqu'on a de l'inflammation de surface, tu as de l'inflammation aussi trabéculaire. Donc, une moins bonne absorption des molécules, moins d'effets, etc. Et moi, j'ai juste une petite question pour toi, parce que là, j'ai prescrit à 4 patients seulement le Roclanda. 2 patients qui sont revenus en me disant mais c'est un enfer. Enfin, expliquer que c'était normal, ils ont arrêté. Et dans ces cas, toi, comme tu disais que c'est s'il y a une contre-indication au bêta-bloquant, tu vas te orienter vers ça. Est-ce que tu te orienterais pas plutôt vers du SLT qui, sur le coup, plutôt efficace, Oui, oui. Non, pas de c'est une excellente molécules question. J'ai pas du tout parlé du laser. Le laser, il se discute à toutes les étapes de la prise en charge. Quand les patients n'en ont pas eu, alors moi je le fais pas dans les glaucomes trop sévères parce qu'il peut y avoir des pics de pression post-SLT qui peuvent vraiment être embêtants. Donc voilà, je pense que le laser SLT c'est un atout vraiment. Ces problèmes d'observance on les a plus avec le laser. Donc c'est une excellente question. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Si j'aime, je réserverai le Rocklanda, on va dire, à des patients qui ont déjà eu du laser. Tout à fait. bah, tu reviendras l'année prochaine nous parler du laser. Super présentation, Paul, bravo. Ça ne m'étonne pas, comme les autres présentations, d'ailleurs, elles étaient très chouettes. Alors, j'ai une question à te poser. On parle beaucoup de l'acéclidine en ce moment pour d'autres indications que tu as dû voir. Le Gloucostat, quoi, en fait, qu'on utilise maintenant pour un nouveau traitement pour la presbytie. En as-tu entendu parler? Et j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Alors, c'est une excellente question et je vais être assez franc. J'ai reçu avant-hier un message de ma tante qui me dit qu'est-ce que t'en penses? Et je connaissais pas ce traitement et j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Donc j'avoue que Alors, moi, j'ai vu, alors, voilà comment ça s'est passé. J'ai vu sur les réseaux LinkedIn. Oui, super traitement, Vise, je crois que ça s'appelle Vise ou un truc comme Ouais, ça, c'est vise. pour la presbytie, formidable, on met une goutte par jour et on n'a plus besoin de lunettes. Alors j'ai regardé la composition et j'ai vu acéclidine. Alors je me suis dit, mais c'est du Glucosta. Alors c'est quand même bizarre parce que le Glucosta, c'est quand même un bioproduit. Et alors j'ai commencé à regarder les effets du Glucosta. Bon, ça donne une contraction pupillaire, peu de contraction au niveau du corps ciliaire. Alors je me suis dit, bon ça, on avait un traitement pour la presbytie jadis. Est-ce qu'il y a une différence entre Vise et le Glucosta? Alors en fait, il est un petit peu moins dosé, hein. Donc en fait, c'est une nouvelle vie pour un vieux produit, quoi. ouais, ouais, c'est effectivement une deuxième vie, mais alors est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est vraiment bien toléré? Ouais, Oui, ça c'est fonctionne sur efficace. l'histoire du trou sténopique, quoi. C'est Ouais, le ouais, diamètre ouais. pupillaire, quoi. Voilà. Bah, ça a Alors l'air maintenant, d'être est-ce que... assez efficace quand même, mais par contre, la Ouais. tolérance n'est pas tip top. Oui, sans doute. Ça a des problèmes de tolérance, des maux de tête, des troubles de surface. Mais après, ça a l'air d'être efficace. Mais bon, il faut vouloir vivre avec un trou sténopique toute la journée. Alors, comme ça a peu d'effet sur, sur le corps ciliaire, Ouais, moins donc de maux de tête. par rapport au risque rétinien, c'est sans doute moins important. Mais bon, je voulais quand même, comme on est dans le cadre du glaucome, euh, repo- poser la question sur ce sujet. En tout cas, bravo. Magnifique, je vais pouvoir répondre à ma tante sans avoir à faire de biblio.